Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Notre invité dans l'actu aujourd'hui, c'est Frédéric Cabaret. Directeur collecte et production de l'établissement français du sang, Centre Pays de la Loire. On va parler des 24 heures du don du sang. C'est le jour de la Saint-Valentin, c'est le mercredi 14 février. Oui, bravo Anthony. Et c'est la 8e édition des 24 heures du don du sang au stade Marie-Marvin. Et qui on aura pour la suite, en deuxième partie? Grégory Chacun, vous le connaissez, éditeur Libra Diffusio. Il vient nous parler de ses coups de cœur littéraires en ce début d'année. Ça sera dans un instant, mais tout de suite, l'actu. Sommaire de cette édition, un fait divers choquant. Le double homicide présumé d'un couple d'octogénaires séquestrés avant d'être assassinés à Chahaigne. Et puis, découverte d'une toute nouvelle exposition au musée de TC du Mans. Mais on ouvre ce journal avec l'image d'un entrepôt de 1000 mètres carrés incendié à Maillet. Le bâtiment de l'entreprise magnétique Planète a été entièrement détruit par un incendie ce mercredi en fin de journée. Le feu s'est déclaré peu avant 18h. Le lieu de stockage abritait notamment une grande quantité de produits textiles et de cartons. 47 sapeurs-pompiers ont été mobilisés une partie de la nuit. Aucun blessé n'est à déplorer. 4 salariés sont pour l'instant au chômage technique. Justice, le tribunal judiciaire du Mans s'intéresse au décès d'un couple d'octogénaires à Chahaigne. C'était le 29 décembre 2023 et le 15 janvier 2024. 2 décès survenus à 2 semaines d'intervalle et qui interrogent. 3 suspects ont été mis en examen pour assassinat ou complicité, recel de cadavres ou séquestration arbitraire. Les précisions avec Anthony Piton. Ce lieu dit paisible est devenu le théâtre d'une enquête criminelle. Les occupants de cette maison sont sous les verrous, un couple de quinquagénaires et le fils de la femme. Ils sont suspectés d'avoir orchestré la mort d'un couple d'octogénaires qui vivaient chez eux, dans le but de mettre la main sur toutes leurs économies. Les victimes présumées, Alain Pacouret et sa compagne, Monique Calip, sont décédés à l'intérieur du domicile à 15 jours d'intervalle. Un concours de circonstances qui interroge la justice. Que s'est-il passé dans cette maison? Selon le parquet du Mans, les examens médicaux font suspecter l'intervention d'un tiers comme cause du décès de Monique Calip. Et l'étude des comptes bancaires démontre l'appropriation de toutes les économies des défunts par le couple hébergeur, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Autre élément, des témoignages recueillis par les enquêteurs. Les 2 octogénaires auraient été privés de leur liberté de mouvement, ne pouvant s'éloigner de la maison dans laquelle ils étaient parfois enfermés. L'enquête confiée à la gendarmerie de la Flèche et à la section de recherche d'Angers doit reconstituer le parcours et les conditions d'accueil du couple. Le couple de quinquagénaires et le fils, mis en cause, ont été placés en détention provisoire. Ils sont accusés, entre autres, des chefs d'assassinat ou complicité, de recel de cadavres et de séquestration arbitraire. Des travaux très attendus par les étudiants sur le campus universitaire du Mans. D'après nos confrères du Maine Libre qui ont interrogé le Crous de Nantes, gestionnaire de la CTU, un projet de rénovation thermique et phonique est à l'étude. Des travaux devraient être engagés et terminés d'ici 4 ans et auront aussi pour ambition d'améliorer bien sûr le confort de vie des étudiants, en créant notamment davantage de studios de 18 mètres carrés plutôt que les petites chambres de 9 mètres carrés qu'ils connaissent actuellement. Il y en a 681 à ce jour. Et place à votre invité, Laure Frédéric Cabaret, directeur collecte et production de l'établissement français du sang pour la région Centre et Pays de la Loire. Merci d'être avec nous, Frédéric Cabaret. Le mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, votre cœur peut aussi servir à donner son sang. Lors des 24 heures du don du sang au stade Marie-Marvin, c'est de 10h à 19h30. Un événement d'une grande importance pour le FS. Oui, un grand événement avec un nombre important de donneurs attendus. C'est plus de 400 donneurs attendus dans un lieu emblématique, puisqu'il s'agit du stade Marie-Marvin et où nos donneurs auront la possibilité, le privilège de pouvoir faire un don avec une vue panoramique sur la pelouse du stade. En effet, 400 personnes attendues au moins.
Avec des attentes fortes chez certains types de donneurs qui auraient des sangs plus rares que d'autres. Qui sont-ils ? Oui, en parallèle de l'événement, l'établissement français du sang propose une grande campagne de sensibilisation du public vis-à-vis des besoins particuliers des patients et de la diversité de la population que nous offre notre pays. Aujourd'hui, les besoins de nos patients sont en léger décalage avec la population de nos donneurs et nous souhaitons profiter de cette diversité et notamment nous appuyer sur une particularité qu'ignorent probablement beaucoup de personnes qui sont d'origine afro-africaine et d'origine antillaise, c'est qu'ils sont peut-être porteurs, plus particulièrement que les autres, d'un sang rare qui pourrait correspondre à des besoins des patients particuliers en France, et notamment des patients atteints d'une maladie génétique qu'on appelle la drépanocytose, qui est la première maladie génétique dans le monde, mais aussi en France. Quels critères faut-il pour donner au-delà de ces particularités de sang rare ? Donner son sang, c'est facile. Il faut être âgé de 18 à 70 ans. Être majeur, quoi. Exactement, voilà. Il faut peser plus de 50 kilos. Il faut bien s'hydrater avant le don. Il faut également avoir mangé avant. Venir avec sa carte d'identité. J'ai lu qu'il ne fallait pas avoir fait trop de sport juste avant, c'est vrai ? Oui, le sport est surtout proscrit après. D'accord. Voilà, donc le sport avant, si une séance de sport a été faite avant, l'aptitude au don sera définie par la personne, un médecin ou une infirmière qui verra la personne lors de l'entretien avant le don. Alors lors des 24 heures du don du sang, là par exemple, si c'est un premier don pour moi, est-ce que je peux y aller quand même ? Bien sûr, oui. Bien sûr, et bien au contraire, D'accord. puisque les 24 heures du don, c'est un endroit où on attend beaucoup de donneurs. C'est un événement qui a un rayonnement médiatique et donc qui nous permet d'être connus sur des donneurs qui ne font pas encore partie de notre base de donneurs. Et j'imagine qu'il y a un parcours. Alors, on va rencontrer justement un soignant, probablement un médecin qui va nous poser un questionnaire. Ensuite, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais ça prend un peu de temps, j'imagine. Il faut se prendre 2-3 heures devant soi Non, ou moins pour un don de sang, il faut compter, faut mobiliser 1 heure de son temps. Ok. Voilà, 1 heure, en comptant un temps d'accueil où on va pouvoir remplir un questionnaire et puis avec quelques questions sur sa vie privée, sur son état de santé. Et puis, effectivement, si on n'a jamais donné, on sera vu par un médecin. Mais si on est un donneur connu, on pourra être vu par un infirmier, une infirmière. Et ça va plus vite, j'imagine. Non, pas forcément, mais effectivement, on aura peut-être une attention sur le premier, lorsqu'il s'agit d'un premier don. Et puis, un don qui dure, un prélèvement qui dure 15 à 20 minutes. Et puis, ensuite, une collation pour se restaurer avec une collation plus festive que d'habitude dans le cadre de l'événement. Alors, j'imagine, on le rappelle surtout que le sang, c'est une denrée périssable. Et j'imagine qu'un événement comme celui-ci, c'est aussi pour vous l'occasion de renouveler vraiment les stocks de manière importante parce que le sang, eh bien, ça se périme. Hein. Oui, alors, je rappelle qu'on ne périme quasiment aucun produit qu'on prélève chez nos donneurs. La particularité, c'est que nous sommes encore très proches du début d'année, où nous avons connu un niveau de stock difficile dans la région, et le besoin des patients, lui, il est constant, il ne baisse pas. Et donc, cet événement, il est là aussi pour regonfler un peu nos réserves de sang et revenir à un niveau de stock plus facile pour couvrir les besoins de nos patients au quotidien. On a parlé des sangs rares, mais tout le monde doit pouvoir donner. Aujourd'hui, vous avez vraiment besoin des O+, au moins, tous les donneurs, qu'ils soient universels ou pas, peu importe, en fait. Oui, bien sûr. Tous les dons sont accueillis à l'occasion de nos collectes. Et sans oublier la prise de rendez-vous, notamment. Surtout, que les donneurs n'hésitent pas à bien prendre leur rendez-vous sur notre site donsang.efs.santé.fr. Et pour finir, à cette occasion, est-ce qu'on peut également donner son plasma, par exemple ? Ou ça, c'est une autre démarche et on peut peut-être se renseigner lors des 24 heures. Le sujet est très intéressant, effectivement, parce que nous avons un autre besoin qui est beaucoup plus important au niveau national. C'est un besoin de plasma et un besoin surtout d'augmenter notre nombre de donneurs de plasma. Et oui, des renseignements pourront être donnés à l'occasion
de l'événement, sur comment donner son sang, parce qu'on peut donner son sang et entre deux dons de sang, on peut tout à fait donner son plasma également. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Rendez-vous le jour de la Saint-Valentin, je le rappelle, mercredi 14 février, pour les gens qui auraient oublié. Et rendez-vous pour tous les renseignements sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang, don2sang.efs.santé.fr. Merci d'être venu nous parler de cet événement. Merci à vous, merci pour votre accueil. Et on va prendre la direction du musée de Tessé maintenant au Mans, où une nouvelle exposition se prépare. À travers une exposition, ouverte au public à partir de samedi 10 février et jusqu'au 9 juin prochain. Vous pourrez découvrir un parcours d'œuvres abstraites des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Le reportage d'Alexandre Ferrer. L'exposition s'intitule « Le choix de la peinture, une histoire de l'abstraction de 1962 à 1989 ». Tout est dit, ou presque. L'idée, c'était de réunir en fait des artistes pour proposer au public une traversée de la peinture abstraite durant ces 3 décennies. Et se pose la question en fait de la peinture dans sa pratique, après le triomphe de l'abstraction, après 1945. 7 salles à découvrir avec des œuvres d'après-guerre qui s'inscrivent dans le contexte d'une France en crise. C'est autour de mai 68 que les choses vont s'incarner. On fait la révolution, une révolution politique, une révolution sociale, mais aussi une révolution artistique. Les artistes vont vouloir adopter des gestes simples, des gestes neutres, se concentrer uniquement sur la matérialité de la peinture. C'est là où on déconstruit le tableau. Et c'est cette déconstruction de la peinture qui permet de désacraliser la peinture et donc de la réinventer. Le musée des Beaux-Arts fait un pas de côté avec cette exposition, peu habitué à proposer des œuvres non figuratives. Un peu surpris au départ, mais en fait ravi qu'il y ait de l'art moderne et contemporain au musée. Vraiment, ça a été de très beaux retours. Parmi ces 65 toiles, des œuvres d'exception sont présentées. Pas facile de trouver des John Mitchell aujourd'hui. Une exposition à découvrir du 10 février au 9 juin prochain. Et puis une invitation maintenant, est-ce que vous voulez faire du sport, Laure ? Absolument, et on peut en faire en entreprise d'ailleurs, on va créer Entre des collègues. équipes, tiens, pourquoi pas, oui. Le comité départemental de basket en Sarthe organise pour la seconde fois une soirée basket 3x3 à destination donc des entreprises, l'occasion de passer un bon moment entre collègues, un moment de sport et de développer son réseau. Ça se passe le 29 février à partir de 19h30 au gymnase Robert Jarry du Mans, boulevard Louis-le-Prince-Ringuet. Vous avez jusqu'au 22 février midi pour inscrire une ou plusieurs équipes de 3 dans votre entreprise. Les règles de ce jeu sont simplifiées sur un demi-terrain et c'est accessible vraiment à tous. L'inscription est gratuite. Et pour finir, un mot des états généraux de l'information. Vous y étiez alors ? Oui, l'événement a eu lieu ce mercredi soir au cinéma Pathé Quinconce. Il n'a pas franchement rassemblé la foule, mais les échanges ont été instructifs sur comment améliorer la qualité de l'information et la manière dont les citoyens la perçoivent. L'occasion pour nous d'enregistrer un débat sartois sur les médias locaux et le travail de transparence de vos médias locaux avec notamment Christophe Deloire, délégué général de Reporters sans frontières. Il était également coordinateur de ces états généraux et en plateau avec moi également le responsable directeur de Ouest France en Sarthe et celui de Radio Alpa. Le débat sartois c'est à retrouver le mardi 24 février à 19h sur votre chaîne. Voilà pour l'actualité du jour. On se retrouve dans un instant juste après une courte pause et la météo. A tout de suite. Bonsoir, messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis pour bien commencer cette nouvelle soirée à vos côtés. On va pas se mentir, côté ciel, c'est loin d'être la fête avec le retour, vous l'aurez compris, des perturbations. Un petit peu à l'image de ces derniers jours, on a cet anticyclone qui nous a quittés et par conséquent, les perturbations un petit peu plus actives cette fois-ci vont venir balayer notre beau département. Avec pour cette soirée, vous le voyez, de nombreux nuages, de la pluie également
au programme. Côté température, elles évolueront entre 10 et 12 degrés. Ça restera plutôt bien harmonieux sous cette couverture nuageuse avec 10 degrés du côté de Saint-Calais, 11 à Blois ou encore du côté de Tours, 11 degrés pour la Flèche à Lussau ou encore du côté d'Alençon, 12 degrés à Mamers ou encore pour Mortagne-au-Perche. Pour la journée de vendredi, vous le voyez, ce sera sensiblement la même situation avec toujours de nombreux nuages en matinée, de la pluie encore une fois sur l'ensemble du territoire. Prenez avec vous votre parapluie. Les amis, vous risquez d'en avoir besoin à un moment donné dans la journée avec ces précipitations qui resteront plutôt généralisées sur l'ensemble du territoire avec des pluies, alors plus ou moins marquées, c'est vrai, tout de même selon les secteurs. 10 degrés du côté de Saint-Calais ou encore pour la Ferté-Bernard, idem pour Sablé-sur-Sarthe ou encore à Sieux-le-Guillaume, 11 degrés au Mans. Pour la journée de vendredi, dans l'après-midi, très peu d'évolution avec toujours de nombreux nuages, de la pluie, les températures toujours très douces pour la saison. Je le rappelle, c'est quasiment le double de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Puis pour votre week-end, un temps, vous allez voir, qui restera plutôt propice aux activités en intérieur. Passez les amis une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe. C'est la suite et on va commencer comme chaque jour avec la qualité de l'air et avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce vendredi, la qualité de l'air sera moyenne. Les vents soutenus de sud-ouest et la pluie favorisent la dispersion des polluants. Néanmoins, les stations de mesure d'RPI de la Loire ont relevé cette nuit une élévation des niveaux de particules. Il s'agit a priori de particules d'origine saharienne, un phénomène qui est observé sur la façade atlantique de La Rochelle à Brest. Place à notre invité. Des particules du Sahara, Grégory Chacun, ça a l'avantage de nous faire rêver un peu, n'est-ce pas ? On a besoin en ce moment, c'est un peu morose. Merci d'être avec nous, Grégory Chacun des éditions Libra Diffusion. Vous venez nous partager vos coups de cœur en ce début d'année, finalement. Oui. Des coups de cœur qui ont un rapport avec la Sarthe, plus ou moins. On va commencer avec un beau livre de photos sur les manoirs. Oui, alors je ne sais pas si on le voit, regardez. Si, de toute façon, on a les couvertures parce qu'ils ont vraiment bien bossé en régie. Voilà. On les salue. Et les châteaux, quelle différence ? Alors justement, moi j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre parce que si je vous dis qu'est-ce qu'un manoir, je crois que les réponses, elles vont être à la fois approximatives, voire même peut-être erronées. Alors un manoir, ce n'est pas un château ou un édifice militaire, c'est un lieu de vie et de travail. Bref, une maison noble associée à une activité agricole. C'est tout ça à la fois. Et donc, alors, je dirais pas un petit château non plus. C'est pas un petit château non plus. Et justement, c'est ça qui est très intéressant dans Manoir, les Sentinelles du Perche. C'est que vous verrez l'évolution, bien sûr, de tous ces manoirs. Il y a des petits manoirs, il y a de grands manoirs. Dans le Perche, comme son titre l'indique, bien Absolument. sûr. Et les auteurs, ou plutôt l'auteur, Michel Floquet, qui est l'ancien correspondant de TF1 aux États-Unis, ainsi que Hubert Raguet, qui a fait de très belles et magnifiques photos à partir d'un drone. Et ce qu'il a voulu, je crois, essayer de nous faire partager, parce qu'il y a, je trouve, beaucoup de variétés. C'est une vraie promenade poétique. Mais c'est de voir ce qu'il y a derrière la clôture. Et donc, je recommande vivement avec de très belles ouvrage. images. Manoir, les Sentinelles du Perche, Hubert Raguet, Michel Floquet aux éditions L'Étrave. Et ça coûte, si vous voulez l'offrir, autour de 26 €. C'est correct, c'est raisonnable. Alors, la littérature jeunesse, ça, c'est un de vos coups de cœur. Étel de la paix, Emmanuel Villain aux éditions Stock. Là, vous avez aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Villain, il a l'avantage d'être manceau, sartois d'origine, lui aussi un ancien journaliste puisque correspondant pendant de longues dates, très longtemps donc à Beyrouth. Il a publié plusieurs romans jeunesse, davantage pour les 6-8 ans. Mais là, justement, il va faire un pas de côté pour les 8-11 ans. Et il a également une double actualité parce qu'il publie des ouvrages pour, je dirais, dans la littérature adulte. Et tout particulièrement, un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Philby et moi, aux éditions Stock. Également. Alors,
Hôtel de la paix, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre? Eh bien, parce qu'il y a une part, évidemment, d'autobiographie dans cet ouvrage. Le cousin de l'auteur habitait dans un hôtel à Beyrouth pendant la guerre. Et bien évidemment, l'idée lui est venue d'écrire sur cette période un petit peu troublante. À hauteur d'enfant, c'est un regard hauteur d'enfant. Voilà. Et avec, malgré, je dirais, le contexte un petit peu difficile, il y a le bruit des armes, bien évidemment, il y a la peur, il y a, je dirais, le côté radiophonique. Hein, les infos qu'on entend à la radio. Oui, quand on annonce les mauvaises nouvelles, etc., à Beyrouth. Et pourtant, c'est ça la grande qualité de ce livre, c'est que malgré les angoisses, etc., eh bien, c'est une formidable histoire d'amitié, de fraternité. Et donc, quand on a un contexte un petit peu difficile, comme c'est le cas en ce moment, la guerre, le 7 octobre, etc., eh bien, vous pouvez compter et je pense faire passer beaucoup de messages à travers un livre comme celui-ci. À vos enfants, on rappelle à partir de quel âge? Là, c'est à partir de 8-11 ans, tranche d'âge 8-11 ans. Et à lire éventuellement avec eux pour la lecture du soir. Pourquoi Exactement. pas? Et alors, vous avez parlé de Kim Philby et moi également d'Emmanuel Villain. Alors, j'ai un petit peu recherché. Kim Philby est un personnage qui a existé. Absolument. C'était un agent secret du MI6, un espion anglais, dites-moi. Exact. Génial. Alors, ça m'intéresse. Alors, en fait, Emmanuel Villain, je crois qu'il aurait bien voulu être peut-être un espion. C'est un James Bond qui s'ignore, peut-être. Peut-être qu'il ne boit pas de whisky, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il connaît Beyrouth comme sa poche, bien évidemment. Et il essaie dans ce livre qui est quand même très drôlatique, hein, parce que vraiment, il a réussi à nous embarquer dans un récit de voyage. Si je devais peut-être comparer ce livre-là, je ferais vraiment une comparaison audacieuse avec Nicolas Bouvier, peut-être, ou avec François-Henri Désérable, qui est plus récent. Certain monsieur Pilkieni que je conseille, que j'ai adoré, je l'ai offert à toute ma famille. Bon, écoutez, voilà, vous voyez, c'est un... Donc à la fois c'est une enquête et en même temps c'est drôle et c'est un petit peu iconoclaste. Tout à fait original. Génial. Bon, allez, on conseille Kim Philby et moi d'Emmanuel Villain aux éditions Stock, autour de 20 € dans les bonnes librairies. On termine avec quelqu'un dont on a déjà parlé, dont on va reparler, Nathalie Prince, avec son Saint-Exupéry, Du vent dans le cœur, aux éditions Calipe, collection Destin. C'est intéressant comme étude, ça. C'est plus qu'intéressant, c'est étonnant, c'est iconoclaste, c'est assez déroutant. Enfin bref, tous les adjectifs possibles. On ne présente plus Nathalie Prince. Si, on la présente quand même. Rapidement, s'il vous plaît. Agrégée de littérature comparée. Bon, elle explore depuis près de 20 ans les littératures de l'imaginaire. Elle a publié des romans dans de très belles maisons d'édition parisiennes comme Nietzsche au Paraguay et Un enterrement et 4 saisons. Elle est enseignante à l'université du Mans. Absolument. Elle fait des livres également philosophiques pour la jeunesse. Alors là, elle s'aventure ici sur les traces de Saint-Exupéry, dont je vous rappelle à toutes et à tous que Saint-Exupéry a séjourné en Sarthe, au Mans. Il allait au petit collège de Sainte-Croix et donc il est resté entre 9 et 14 ans au Mans. Et là, ce qui est complètement dingue, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'elle nous offre une lecture du Petit Prince avec un nouveau regard. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? 80 ans après, on a retrouvé la gourmette, elle a été repêchée. Dans la Méditerranée. Absolument. De Saint-Exupéry. Et puis, le mystère de sa disparition, on peut dire que... En fait, le parti pris de ce livre, c'est vraiment de dire que Saint-Exupéry n'est pas forcément le narrateur comme on l'imagine dans Le Petit Prince, le narrateur, l'aviateur, etc., qui rencontre un enfant, mais qu'il est lui-même le Petit Prince. Et donc, elle retrace toute la biographie de Saint-Exupéry en montrant qu'il y a des traces qui pourraient faire penser que... Voilà. Après, voilà, c'est aussi une vision de chercheuse, mais c'est un travail très, très intéressant. Elle essaie d'expliquer ça donne envie de relire Le Petit Prince. Moi, je vous pense avoue. qu'il faut de toute façon toujours relire Le Petit Prince, vous pensez? C'est quelque chose d'assez éternel, Le Petit Prince. Et alors, juste une petite info. Très rapidement, Du vent dans le cœur, qui est donc le titre. Eh bien, Nathalie Prince a découvert dans la correspondance entre Consuelo et Saint-Exupéry des lettres bouleversantes, bien évidemment, dont l'une où Saint-Ex s'adresse à Consuelo et lui dit « Tenez-vous bien, chérie, j'ai toujours du vent dans le cœur, c'est doux
t'écrire. Oh, c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine. Vous y penserez. Vous y penserez. Nathalie Prince a rencontré à la librairie Doucet ce vendredi soir à 18h pour ceux qui seraient intéressés. Nous, on la reçoit vendredi 16 dans la suite. Hein, je ne dis pas de bêtises, c'est vendredi ou samedi qu'elle est à la librairie Doucet. C'est bien ce vendredi à la librairie Doucet. Merci beaucoup, Grégory Chacun. Merci à vous. Allez, on joue maintenant avec une question pas facile aujourd'hui. Hein. C'est toujours pour gagner un polo LMTV Sarthe. Vous pouvez en gagner toute la semaine. Combien de communes ou communautés de communes étaient adhérentes au club LMTV en 2023 ? Est-ce que c'est 35, 38 ou 42 ? Vous pouvez envoyer vos réponses à jeu@lmtv.fr avec votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre commune de résidence et surtout la taille du polo pour qu'on puisse vous l'envoyer. Ça taille un peu grand. Ça taille un peu grand, sachez-le. Alors, le gagnant de mercredi, justement, il nous a demandé un XXL. C'est Alain Bazzi du Mans. On le félicite. Donc, il a gagné ce polo. Il fallait répondre 23 500. C'est le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube LMTV à la mi-2023. Alors, merci à tous les abonnés de la chaîne. 23 500, c'est quand même chouette. Qui on reçoit ? L'invité de demain, voilà. Logan, c'est un petit garçon. Alors, on reçoit sa maman. Logan est atteint de leucodystrophie, une maladie neurodégénérative, et sa maman a créé une association pour financer les soins très coûteux qui améliorent son état de santé au quotidien, et elle veut aussi faire connaître ces maladies. Elle sera sur notre plateau. Voilà, ça sera demain et ce soir, c'est Culturel qui vous attend avec Chloé Bergerat. Elle parle notamment d'un événement autour de la lecture à la Ferté-Bernard. Ouais, encore de la lecture. Encore de la lecture, toujours de la lecture. Je crois savoir qu'il y a un festival. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt sur LMTV. À demain.